est globalement assez fluide, c'est assez bien dessiné, j'aime assez. La suspension, malheureusement, elle avoue assez vite ses limites. Bon alors, on l'achète ou pas ce MG Seaburster? Et à ça, il y a deux réponses. Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine et bienvenue, une fois n'est pas coutume, dans une voiture ancienne, une classique, une petite MGB de 1964 pour être exact. Mais bon, si vous connaissez un petit peu l'histoire de la marque, vous savez que MG date globalement d'il y a bien plus longtemps que ça. Ils ont fêté cette année leur centenaire et du coup, ils ont décidé de se faire un petit cadeau et de nous faire un petit cadeau et de ressortir un peu les voitures qui leur rappellent leurs premières amours, les roadsters. Alors ça n'a plus vraiment la forme de cette petite MGB, c'est bien plus récent que ça et c'est juste derrière moi, c'est le nouveau Seaburster, c'est ce qu'on essaye aujourd'hui. Le Seaburster, c'est réellement une réinterprétation moderne des petits roadsters MG. Alors forcément, on est sur une voiture qui n'a plus rien à voir avec ce qui se faisait d'antan. D'ailleurs, c'est la première découvrable de la nouvelle ère de MG, depuis que la marque a été rachetée en 2005 par le groupe chinois SAIC. Malgré tout, les designers, ils ont fait un peu quelques petits efforts pour avoir, on va dire, des évocations de ce qu'étaient les roadsters MG d'antan. On a notamment le gros logo chromé à l'avant, le capot assez nervuré. Les feux ici, les phares pardon, à l'avant sont très étirés, mais on retrouve quand même dans la signature lumineuse, avec les trois petits points, une idée un peu ronde, un peu de sphère, comme les phares ronds qu'avaient les voitures à l'époque. Malgré tout, on est quand même sur une voiture qui n'a plus rien à voir, et surtout on est sur une voiture, vous le voyez, qui est beaucoup plus imposante que ce qu'étaient les roadsters MG avant. Ici, on est sur 4,53 m de long, donc c'est quand même un beau bébé dans cette catégorie. 1,91 m de large, donc pareil, c'est une voiture qu'on va pas forcément pouvoir garer partout, et avec des grosses proportions viennent en 2024 et 2025, et forcément des grosses jantes. Ici, c'est du 20 pouces puisqu'on est sur la version de pointe. Il y aura aussi du 19 sur une version qui arrivera ultérieurement dans la gamme. Pour le reste, la silhouette est globalement assez fluide, c'est assez bien dessiné, j'aime assez tout ça. Et il y a aussi un truc assez sympa, c'est que c'est pas un toit fixe, c'est une capote souple. Alors c'est une capote à 3 couches et c'est une capote surtout qui est fabriquée au même endroit que celle de la BMW Z4 chez Magnaster. Voilà, comme ça vous le saurez. C'est pas MG s'entoure de partenaires en gros qui savent déjà faire les choses, c'est quand même plus simple pour eux. Et si on poursuit à l'arrière de la voiture, il y a un truc assez sympa, c'est la signature lumineuse. Elle est en forme de flèche, ça rappelle un petit peu le Union Jack. Alors c'est fait de manière différente que chez Mini, ici c'est une évocation un peu différente, mais malgré tout je trouve que c'est cool parce que ça donne une vraie personnalité à ce Seaburster. De l'arrière on peut absolument pas le prendre pour une autre voiture, donc ça c'est plutôt sympathique. Et tant qu'on est ici, je vais vous parler 2 secondes du coffre. Hop, il fait 249 litres annoncé par MG. Alors à la fois c'est pas énorme et à la fois ça permet quand même de pouvoir emmener pas mal de bagages quand même si on part en week-end. Donc globalement ça le fait, et surtout ce qui est très intéressant pour une découvrable et côté coffre, c'est que ces 249 litres, je vais y arriver pardon, c'est la même valeur si la capote est repliée ou dépliée. Et ça c'est plutôt pas mal parce que du coup ça évite de se casser la tête en mode ah je sais pas si j'aurai de quoi mettre mes bagages ou pas en fonction de l'état de la capote. Dernière chose, puisqu'on va passer à l'intérieur, si j'appuie sur un bouton magique sur la clé, il y a ça qui se passe. Ça sert à rien, c'est vraiment show off, mais personnellement j'adore, je trouve ça très rigolo. Bon alors quand on s'installe dans ce Seaburster, alors déjà il y a une chose assez rigolote, c'est que pour fermer la portière, il y a un bouton sur la console centrale, ça fait penser à Rolls-Royce. Excusez du peu, marque anglaise aussi iconique que MG. Bref, ce qui est assez sympa, alors ce qui est un peu bizarre par contre, première chose que je remarque, c'est que j'ai l'impression d'être assis très haut. Et globalement dans un roadster ou une voiture qui se veut à vocation un petit peu sportive, c'est un peu dommage. Je suis pas très grand, moi je fais qu'1,73 m, donc c'est pas énorme. Et j'ai déjà les yeux vraiment en haut du pare-brise, donc je pense qu'en utilisant par exemple ce petit pare-soleil ou pour les très grands gabarits, globalement la vision elle va se réduire à pas grand chose vers l'avant. Donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, les sièges électriques parfois imposent d'avoir des sièges plus hauts que des sièges manuels classiques. Ici, c'est le cas. J'aurais bien aimé être assis un petit peu plus bas. En revanche, quelque chose que j'aime beaucoup, c'est l'agencement général de l'habitacle de ce Seaburster. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'entièreté de la planche de bord est tournée vers le conducteur. Et donc, ça donne un effet un petit peu cocon, qui est très sympa, très agréable dans une voiture un peu à vocation sportive, un peu GT, etc. Ça donne l'impression d'être dans quelque chose de faire corps un petit peu avec la voiture. Ça, c'est toujours très agréable. Quelque chose que je déteste, en revanche, c'est qu'il y a beaucoup trop d'écrans et il y a des informations dans tous les sens. Il y a 4 écrans. Franchement, dans un habitacle aussi petit, c'était pas obligatoire. Il y en a un ici pour tout ce qui est fonction de climatisation. Il y en a un ici pour
les menus de la voiture, l'énergie, savoir où on en est, etc. Quelques systèmes connectés également. L'écran compteur en plein milieu, bien sûr. Et puis sur la gauche, on a encore un autre écran qui lui va servir pour tout ce qui est multimédia, navigation, etc. Je trouve que c'est beaucoup trop. Ça aurait été beaucoup plus simple d'avoir un écran avec un peu tout, voire pas d'écran du tout. Mais quelque chose qui avait été bien fait, par exemple, c'était chez Audi il y a quelques années sur les TT et R8, quand on n'avait pas d'écran central, simplement un Virtual Cockpit avec toutes les infos. Là, je trouve que tout est éclaté à droite à gauche, c'est un peu dommage et surtout, on va mettre du temps à s'y retrouver. Au niveau ergonomie, c'est pareil, c'est un peu une galère parce que la majorité des écrans sont tactiles, donc ça, c'est un peu étrange. On a 2 boutons sur le volant qui nous permettent de commander via des raccourcis, donc cet écran de droite et cet écran de gauche, mais ces écrans sont également tactiles. Donc c'est pareil, en roulant, je ne sais pas trop comment on va se débrouiller avec ça parce que c'est pas super facile à utiliser, c'est pas hyper intuitif. Puis surtout pour savoir exactement où se trouve chaque fonction, c'est pas le plus simple. Bon, en revanche, le volant, il est pas mal, il est assez petit, j'aime bien, il y a une bonne préhension. On verra ce que ça donne sur la route tout à l'heure. Et puis pour le reste de cet habitacle, écoutez, les matériaux employés, on est de loin sur ce que MG a fait de mieux jusqu'à présent et c'est pas dommage vu le prix de la voiture. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir, mais on n'est clairement pas sur une voiture très bon marché. C'est sur une voiture qui se veut plutôt haut de gamme. Les matériaux sont assez qualitatifs, on va dire. Bon, il y a un peu de faux carbone en plastique et des choses comme ça, hein, mais globalement c'est pas mal et les ajustements ont l'air d'être aussi assez précis. En revanche, forcément, sur une voiture plaisir comme ça, il n'y a pas énormément de rangement, hein. On a un bac au milieu, il y a un filet avec pas mal d'espace derrière les sièges, donc ça, c'est plutôt appréciable aussi, mais bon, pas de bac de porte. Une petite boîte à gants, bon, bref, c'est du classique. Bon, par contre, ce qui est assez sympa sur cette voiture, c'est qu'MG annonce 4 roues motrices, plus de 500 chevaux, en 0 à 100 en environ 3 secondes, un tout petit peu plus de 3 secondes. Bref, ça promet de déménager et j'ai envie d'aller voir ce que ça donne tout de suite sur les belles petites routes de Corse. Allez, let's go. Nous voilà donc au volant de cette MG Seaburster. Ce MG Seaburster, on devrait dire, c'est un roadster, on va le traiter au masculin. Écoutez, premier tour de roue, c'est très feutré, très agréable, très GT. Il y a vraiment pas grand chose de sportif. Première chose, quand on est dans un cabriolet électrique, l'absence de bruit, bien sûr, comme dans n'importe quelle autre voiture électrique. Mais ici, du coup, on entend des choses qu'on n'entendrait pas forcément dans d'autres cabriolets. Typiquement, les bruits de roulement sont un peu plus présents que ceux à quoi on a l'habitude. L'insonorisation de la capote est vraiment pas mal, mais il y a quelques petits craquements. Je sais pas si vous les entendrez là au micro, mais on sent que la rigidité de la voiture, elle est correcte, bien sûr, il n'y a rien de dangereux, mais c'est pas l'équivalent d'un coupé ou d'une berline un peu sportive ou ce genre de choses. Voilà, on est quand même sur quelque chose d'assez... Il y a quelques craquements, on peut pas les enlever. Bon, pas dramatique du tout. Et globalement, au début, on est sur une voiture qui est assez confortable en fait, assez conciliante. Alors ça pourrait être un poil plus moelleux en ville, mais en tout cas, dès que le rythme augmente un tout petit peu, on est sur une voiture vraiment confort et plus dédié, on va dire, à la balade tranquille qu'à la conduite couteau entre les dents. On a quand même une direction qui est vraiment précise et assez directe, ça j'aime bien. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de remontées d'informations dedans, mais voilà, ça reste une auto assez agréable, assez cool et on pourra faire pas mal de kilomètres avec. Un seul bémol, les sièges, je les trouve pas terribles. Je suis pas hyper bien assis, c'est bizarre, on dirait qu'ils sont un petit peu bombés. J'arrive pas à trouver une position qui, moi, me va extrêmement bien. Mais bon, c'est pas grave, je vais pas bouder mon plaisir. Je suis en Corse, il y a du soleil, il fait beau. Je vais me mettre juste en dessous de 50 km/h, voilà, je me mets à 40 et j'appuie sur le bouton magique au milieu de la console. Et là, là on commence à apprécier le Seaburster à sa juste valeur. C'est un cabriolet et c'est évidemment capote repliée, dans le coffre que cette voiture est la plus sympa, évidemment. Alors vous avez vu, il y a le petit saut de vent derrière. C'est pas très joli, mais j'ai été obligé de le mettre parce que ça évite pas mal de remous dans l'habitacle. Il est assez efficace et donc du coup, si vous voulez m'entendre un petit peu, je pense que c'est mieux. Forcément, ça donne tout de suite un petit peu envie, accélérer un peu comme ça, jouer. Et du coup, sachez que cette voiture, elle existe pour l'instant qu'en version 4 roues motrices. Il y aura une propulsion plus tard, mais pour l'instant, c'est que la 4 roues qui est au catalogue dans la première partie de la durée de vie de la voiture. Et du coup, on a 510 chevaux cumulés. 204 à l'avant, il y a un moteur sur l'essieu avant. L'autre moteur est sur l'essieu arrière, 340 chevaux, 510 chevaux en cumulé, 725 Nm de couple. C'est des très gros chiffres, des très très gros chiffres. Et c'est surtout le genre de choses auxquelles MG ne nous avait pas habitués jusqu'à présent. Globalement, ça se traduit par quoi? Écoutez, ça se traduit par une voiture électrique, tout ce qu'il y a de plus normal quand on la force pas. Par contre, si on appuie sur le bouton magique au volant là, qui s'appelle Super Sport, c'est là qu'on peut avoir toute la délivrance de puissance et donc du coup, au moindre bout droit, c'est hallucinant à quel point ça va vite. Alors, c'est pas moi qui ai fait l'acteur studio, je me suis pas plaqué dans le siège en mode ah ça pousse, c'est réellement la poussée de la voiture qui est super physique. C'est pas très violent, par contre il y a une vraie poussée inexorable, on est dans le fond du siège et on peut pas bouger.
MG, ils annoncent 3,2 secondes pour le 0 à 100. Autant vous dire que cette voiture est un missile et que chaque bout droit en fait entre les virages, c'est un peu une piste de dragster quoi. J'ai même envie de dire, je pense qu'il faut faire un peu attention parce que les personnes pas vraiment aguerries à la puissance brute comme ça, je pense que ça va pouvoir les surprendre très vite malheureusement. En dehors de ça, la voiture est assez sécuritaire, 4 roues motrices, ça part pas vraiment de l'arrière, il n'y a pas un gros typage propulsion, on n'a pas l'impression que la voiture veut drifter à chaque virage. Il y a globalement pas mal de grippe, mais il y a un souci quand même, c'est que quand on commence à rouler un petit peu fort, un petit peu vite et qu'on augmente le rythme, la suspension malheureusement, elle avoue assez vite ses limites. Elle est très souple, elle est très lâche. Je trouve que l'amortissement est pas au niveau de la puissance de la voiture. C'est-à-dire que globalement, on a une voiture qui a tendance à beaucoup rebondir. Les mouvements verticaux sont pas très freinés. Et donc du coup, à la moindre roue de bosselet, la voiture met pas en confiance. C'est-à-dire que quand on commence un peu à être en appui, là dans un virage par exemple, s'il y a une bosse en plein milieu, la voiture elle va avoir tendance à rebondir un peu comme ça, à chercher un peu le grip, etc. Et ça induit un peu de flou dans la conduite que vraiment on aimerait ne pas trouver dans une voiture de cet acabit et dans une voiture avec cette puissance disponible. Ça en fait pas une voiture foncièrement dangereuse pour autant, mais gardez en tête que en fait c'est pas sportif quoi, ça n'a rien de vraiment sportif. C'est une GT, ça s'apprécie en balade, alors en balade rapide parce que là voilà, la ligne droite, purée. C'est vraiment violent et c'est assez drôle, on va pas se mentir, hein, c'est très grégaire mais le côté on-off et on est catapulté à chaque bout droit, c'est marrant. Heureusement ça freine assez fort, il y a des étriers 4 pistons à l'avant, c'est des Brembo, des disques de 365 mm, ça freine pas mal du tout. Sachez qu'en plus il y a du freinage régénératif paramétrable, donc en plus de ça on peut ne serait-ce que lever le pied et ralentir un peu la voiture. Mais voilà, c'est une GT, c'est de la balade, c'est sympathique, c'est agréable. Mais c'est pas sportif et c'est pas une voiture à conduire couteau entre les dents. Je suis presque un peu déçu parce qu'à la lecture de la fiche technique et vu la puissance annoncée, je me suis dit qu'on allait vraiment avoir quelque chose d'absolument incroyable et qu'elle allait être une fine lame. En fait, c'en est pas une du tout. C'est bien quand même, je passe un bon moment, mais gardez en tête que la bonne version de cette MG Seaburster, il y a de fortes chances que ce soit la version 340 chevaux propulsion qui arrivera plus tard dans la durée de vie du modèle. En fait, cette version 510 chevaux, elle est un peu inutile. Elle est drôle, elle est fun, mais je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Et surtout, j'ai l'impression qu'il y a un peu beaucoup de puissance vu les capacités du châssis. Donc, si jamais vous vous laissez tenter par cette auto, faites attention parce que voilà, ça peut être légèrement piégeur vu la vitesse à laquelle on atteint des vitesses justement très élevées. Il me reste à vous parler de la batterie, 77 kWh, c'est une capacité brute. La voiture est donnée pour 440 km d'autonomie. Je pense qu'on les fera pas, surtout quand on veut profiter un peu de la puissance. Globalement, ce sera moins que ça. Tabler sur un gros 300 km, un gros 300, 350 si vous roulez tranquille. Mais voilà, c'est une voiture qui va forcément consommer un petit peu parce que c'est une voiture qui donne envie de profiter des 510 chevaux et des 725 Nm qu'elle peut offrir. Bon, je vous reprends tout de suite pour la conclusion. Il y a pas mal de petits trucs à dire et notamment parler un peu du prix. Bon alors, on l'achète ou pas ce MG Seaburster? Et à ça, il y a deux réponses. Je vais aller me poser pour vous en parler plus en détail. Quand même, ce serait dommage de ne pas profiter de cette belle vue. Deux réponses. Si vous voulez une voiture foncièrement sportive, on n'achète pas. Je pense que ça vaut pas le coup et vous serez déçu par l'amortissement. C'est vraiment une GT, c'est vraiment une voiture pour se balader tranquillement. C'est une voiture qui n'aime pas trop qu'on lui rentre dedans. Malgré le fait que ce soit clairement une fusée et en ligne droite et qu'il y ait des performances de dingue sur cette version 4 roues motrices. En revanche, si on veut une voiture sympa, balade, qui sort du lot, qui ne se prend pas de malus et qui est foncièrement différente de ce qui existe parce qu'il n'y a pas beaucoup de voitures électriques cabrio pour l'instant. Maserati en fait une, mais c'est un autre tarif. Tesla n'en fait plus pour l'instant. Il y aura probablement une Mini, Fiat 500C peut-être, mais bon, on joue dans une autre catégorie. Vous l'aurez compris, cette voiture est pour l'instant assez unique dans son segment et c'est un peu ce qui fait son charme. Elle n'est pas parfaite, loin de là, mais elle est sympa, il y a une vraie gueule, il y a une ambiance, c'est pas trop mal réalisé, ça fait quand même envie. À quel tarif? Je vous en parlais tout à l'heure. 67 990 €. Alors certes, c'est la MG la plus chère, hein, là-dessus on va pas se mentir. 68 000 €, c'est beaucoup d'argent, mais je vous le disais, il n'y a pas de malus. C'est une voiture qui est un peu unique, donc MG tente quelque chose. Et ce qui est assez rigolo, c'est qu'en fait MG, aujourd'hui, avec ce Seaburster, se positionne un petit peu comme Kia l'a fait il y a quelques années. C'est-à-dire que Kia faisait des voitures très généralistes, très grand public, etc., qui parlaient au plus grand nombre, comme MG maintenant. Et sauf qu'un jour, ils sont arrivés avec leur berline Stinger. V6, 4 roues motrices, 370 chevaux, un truc de dingue, etc., qui était super bien réalisé. Bref, une voiture qui avait rien à voir, mais qui était un porte-étendard.
le MG Seaburster, c'est le porte-étendard de MG. C'est la marque qui nous dit aujourd'hui, nous MG, on sait faire ça, on peut aussi faire des voitures plaisir, on peut aussi faire des voitures qui sortent du lot, on fait pas que des voitures pas chères et low cost, etc. Donc ça fait plaisir à voir. C'est pas une voiture parfaite, c'est pas une voiture par laquelle je suis 100% emballé sur tous les points, mais j'ai pas envie de tirer au bazooka sur MG parce que ça me fait super plaisir de voir que des constructeurs comme ça se démènent pour faire encore des voitures plaisir et explorent ce que c'est que l'avenir de la voiture plaisir, vu qu'on va forcément devoir passer par l'électrique. Donc franchement, c'est pas parfait, mais c'est sympa, c'est quand même attachant. En tout cas, moi j'ai passé vraiment une super journée en Corse avec. Dès qu'il y a du soleil, c'est un plaisir de rouler décapoté. Donc voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez. En tout cas, nous, on est plutôt conquis avec les réserves que je vous ai mis dans cette vidéo. Et puis comme d'habitude, vous nous dites tout en commentaire, vous vous abonnez, vous likez, vous partagez. Et puis on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'Automobile Magazine. Allez, je file prendre mon avion. Salut!